Merci. Non, je ne suis ni spécialiste de Valéry, ni spécialiste de Degas. Mais ce sont deux. Mais j'aime beaucoup Valéry, j'aime beaucoup Degas, et j'ai travaillé. Vous savez, c'est ce qu'on dit des philosophes. C'est pas forcément un compliment, c'est qu'ils sont spécialistes de rien, et donc ils parlent de tout. Voilà. Alors, Degas dans ce dessin a été publié 20 ans après la mort de Degas. En 1917, je crois. Valéry, dans le livre, dit qu'il a rencontré Degas vers les années 93-94 chez Henri Rouard. Alors la date, même si elle est approximative, est importante. Au moment de leur rencontre, Degas a une soixantaine d'années. Valéry est un jeune homme de 22-23 ans, si on en croit ce qu'il dit. Il avait fait des débuts, Valéry avait fait des débuts très remarqués dans la poésie, mais en 1892, à la suite d'une crise sentimentale existentielle que l'on appelle la nuit de Gênes, ça s'est passé à Gênes et il a eu une grande crise à la fois sentimentale et existentielle où il s'est entièrement remis en cause. Donc en 1892, suite à cette crise connue sous le nom de la nuit de Gênes, il avait renoncé à l'écriture poétique pour se consacrer exclusivement à ce qu'il appelle la connaissance de soi, l'exploration de son esprit, la vie de l'esprit, etc. Et il ne retournera à la poésie qu'en 1917 avec La Jeune Parque. Donc c'est une période où, quand il rencontre Degas, où Valéry a renoncé à l'écriture poétique. Mais je reviens donc à cette période. La période où il rencontre Degas, c'est celle où il commence à rédiger ses notes, qui vont remplir 261 cahiers de divers formats. Ce sont les fameux cahiers Paul Valéry. Alors là, vous en avez des pages magnifiques à l'exposition. Pour ceux qui n'ont pas encore vu l'exposition, allez-y. Voilà. Donc là, c'est deux exemples des cahiers Paul Valéry où il y a l'écriture, il y a des dessins, il y a des notes, il y a des gribouillis, etc. À partir de 1894 jusqu'à sa mort en 1945, chaque matin, levé à l'aube, Valéry va noter dans un cahier ses réflexions. Alors ces cahiers n'ont rien d'un journal intime, même si on y trouve ici ou là des allusions à des événements ou des personnes. C'est un journal de réflexion et d'analyse dont un certain nombre, mais pas toutes, seront reprises par l'auteur dans ses diverses publications. Mais la période où il rencontre Degas correspond aussi à celle où il publie ses premiers ouvrages après sa renonciation à la poésie. En 1895, je rappelle qu'il rencontre Degas en 93-94, en 1895 paraît l'introduction à la méthode de Léonard de Vinci, qui est le premier texte du nouveau Valéry, et en 1896 paraît La soirée avec Monsieur Teste. Plus d'une quarantaine d'années séparent donc l'introduction à la méthode de Léonard et La soirée avec Monsieur Teste de Degas dans ce dessin. Et pourtant, il y a entre ces trois ouvrages comme un effet de résonance, pour utiliser une expression qui est chère à Valéry. Valéry parlait beaucoup de résonance. Certes, les personnages dont les noms figurent dans les titres de chacun de ces textes ont des statuts très différents. Monsieur Teste est un personnage de fiction, alors que Léonard et Degas ont réellement existé. Et Léonard est un personnage historique qui appartient au passé, contrairement à Degas que Valéry a personnellement connu. Mais ces trois personnages ne sont pas si étrangers l'un à l'autre. Valéry ne dit-il pas, dans Degas dans ce dessin, que le personnage de Monsieur Teste, cet homme, je le cite, qui ne disait jamais rien de vague, donc dans Degas dans ce dessin, Valéry dit que le personnage de Monsieur Teste lui avait été inspiré par Degas. Il avait d'ailleurs voulu dédicacer à Degas son livre, mais Degas avait refusé avec sa brutalité souvent décrite. Voilà ce qu'il avait répondu à Valéry. « Je ne tiens pas à ce que l'on me dédie des choses que je ne comprendrai pas, j'ai soupé des poètes. » Par ailleurs, toujours dit qu'au fond, ces trois personnages très différents, Léonard, Monsieur Teste et Degas, les traits avec lesquels il esquisse la figure de Degas dans ce dessin, évoque par bien des aspects ceux dont il se sert pour caractériser le personnage de Léonard. Léonard que Valéry demande à son lecteur de ne pas confondre avec la personne réelle, celle qui a existé.
Dès le début de son Léonard, de son introduction à la méthode de Léonard, Valéry insiste en effet sur le fait que son Léonard est une construction, que c'est ce qu'il appelle une créature de pensée. Alors, par créature de pensée, il ne faut pas entendre une créature imaginaire, un personnage fictif créé par l'écrivain, comme l'est Monsieur Teste, mais une figure construite par la pensée de l'écrivain qui recrée, ou plutôt qui reconstruit, la pensée de l'artiste à partir de ses œuvres. Alors voilà ce qu'écrit Valéry au début de son introduction à la méthode de Léonard. Il reste d'un homme ce que donne à songer son nom et les œuvres qui font de son nom un signe d'admiration, de haine ou d'indifférence. Nous pensons qu'il a pensé et nous pouvons retrouver entre ses œuvres cette pensée qui lui vient de nous. Nous pouvons refaire cette pensée à l'image de la nôtre. Un nom manque à cette créature de pensée pour contenir l'expansion de termes trop éloignés d'ordinaire et qui se déroberaient. Aucun ne me paraît plus convenir que celui de Léonard de Vinci. Presque rien de ce que j'en saurais dire ne devra s'entendre de l'homme qui a illustré ce nom. Alors, dans une note plus tardive qui date de 1919, qui est en marge du texte sur Léonard, parce que Valéry a ajouté des notes, Valéry a écrit, je cite, « En réalité, j'ai nommé homme et Léonard ce qui m'apparaissait alors comme le pouvoir de l'esprit. » Comme Léonard, Degas est pour Valéry le nom du pouvoir de l'esprit. Et comme son Léonard, son Degas est une créature de pensée. Le fait qu'il ait connu personnellement Degas ne change pas grand-chose à l'affaire. D'abord parce que Valéry puise assez peu dans ses propres souvenirs pour parler de l'homme Degas. Comme il l'avoue lui-même, je cite dans Degas dans ce dessin, « Bien des traits que je rapporte ici ne sont pas de mon souvenir. » La plupart des propos et des anecdotes qu'il rapporte dans son livre lui ont été rapportés, il le reconnaît, lui ont été rapportés par Ouard. C'est-à-dire qu'ils sont passés par le double filtre de la mémoire et du récit de celui qui fut témoin direct et qui les reconstitue pour Valéry, avant de passer par le filtre de l'écriture et donc la pensée de l'écrivain. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une série de filtres avant que ça arrive dans ce livre, avant que Valéry les note dans ce livre. Ces éléments biographiques qui parsèment le texte ici et là ne servent pas à faire le portrait fidèle de l'homme, et on sait tout le mal que Valéry pensait des biographies. Ils sont choisis pour aider à construire une certaine idée de Degas, la seule qui, pour Valéry, mérite qu'on s'y intéresse, à savoir l'idée de l'homme qu'on peut construire à partir de son œuvre. Or, cette idée, Valéry avoue qu'il l'avait déjà avant de le rencontrer, cette idée de Degas, Valéry avoue qu'il l'avait déjà avant de le rencontrer chez Ouard. Il s'était figuré, dit-il, Degas avant même de le connaître. Valéry emploie d'ailleurs le terme de préfiguré. Il parle dans ma préfiguration de Degas. Voilà ce qu'il dit. « Je m'étais fait de lui une idée que j'avais formée de quelques-unes de ses œuvres que j'avais vues et de quelques-uns de ses mots que l'on colportait. » On ne s'étonnera pas que l'idée qu'il s'était formée de l'artiste ait eu toutes les caractéristiques qu'il attribue par ailleurs à son art. Je cite encore, « Je m'étais fait de Degas l'idée d'un personnage réduit à la rigueur d'un dur dessin, un spartiate, un stoïcien, un janséniste artiste. Une sorte de brutalité d'origine intellectuelle en était le trait essentiel. » Avant d'être une personne réelle, Degas avait été pour Valéry une causa mentale. Et j'emploie à dessein cette expression qui vient de Léonard de Vinci, puisque causa mentale, c'est l'expression que Léonard de Vinci utilise à propos de la peinture. Il définit la peinture comme causa mentale. Et si Degas est devenu par la suite pour Valéry une personne réelle, quelqu'un avec qui il a tissé des liens de familiarité et dont la mort l'a profondément affecté, dans Degas dans ce dessin, dont il faut rappeler que ça a été écrit longtemps après la mort de l'artiste, Degas redevient une causa mentale, une créature de pensée, en d'autres termes, une figure construite par l'art de l'écrivain. La manière dont Léonard caractérise la peinture comme causa mentale vaut en effet pour Valéry comme une définition de l'art en général et pas seulement de la peinture. Elle ne s'applique pas seulement pour lui à la peinture, mais aussi à la littérature. L'art est causa mentale pour Valéry. Or, cette conception de l'art qui est la sienne, Valéry veut montrer dans Degas dans ce dessin qu'elle est aussi celle de Degas, comme il l'avait déjà fait pour Léonard.
D'où ce jeu de miroirs dans lesquels l'art du peintre et l'art de l'écrivain se réfléchissent l'un l'autre au double sens du terme réfléchir. L'art du peintre reflète et se réfléchit dans l'art de l'écrivain, comme l'art de l'écrivain reflète et se réfléchit dans l'art du peintre. Pas plus dans Degas dans ce dessin que dans l'introduction à la méthode de Léonard, Valéry ne cherche à décrire des œuvres, même s'il le fait occasionnellement. Ce qui l'intéresse dans l'œuvre, c'est ce qu'il appelle l'acte de sa production. J'avais la manie de n'aimer que le fonctionnement des êtres et dans les œuvres que la génération. Voilà ce qu'il écrit dans une note ajoutée en 1919 au Léonard. Et il revient sur cette idée dans la préface qu'il écrit en 1925 pour accompagner la traduction anglaise de Monsieur Teste. Voilà ce qu'il écrit. « Les résultats en général, et par conséquent les œuvres, m'importaient moins que l'énergie de l'ouvrier. » Les résultats, les œuvres m'importaient moins que l'énergie de l'ouvrier. C'est ce qui fait la singularité d'un livre comme Degas dans ce dessin. Ce n'est pas du tout un ouvrage d'histoire de l'art. Et on sait que Valéry n'aimait pas plus l'histoire qu'il n'aimait le genre biographique. L'histoire n'enseigne rigoureusement rien, écrit-il dans Regard sur le monde actuel. Ce n'est pas non plus un ouvrage de critique. La critique d'art se rapporte en effet toujours à des œuvres singulières. Ce n'est pas non plus un ouvrage d'esthétique, au sens philosophique que les contemporains et Valéry lui-même donnent à ce terme, dans la mesure où l'on n'y trouve ni une théorie du beau, ni une théorie des sensations. À l'époque de Valéry, le mot esthétique recouvre ces deux significations, théorie du beau d'une part, théorie des sensations, c'est-à-dire esthésisme. Ce n'est pas un ouvrage d'histoire, ce n'est pas un ouvrage de critique, ce n'est pas un ouvrage d'esthétique. C'est un ouvrage à propos de Degas et accessoirement d'autres choses, comme la danse, un ouvrage dans lequel l'auteur expose sa poétique, ce que j'appelle sa poétique, c'est-à-dire sa conception de la création artistique comme poiesis. Je reprends délibérément ce terme à Aristote. Par poiesis, il faut entendre, comme chez Aristote, une production soumise à des règles. Poiesis, c'est l'idée de production. Donc, de même que l'introduction à la méthode de Léonard de Vinci, Degas dans ce dessin contient en fait une véritable théorie de l'art. Elle contient la théorie valérienne de l'art, ce que j'appelle sa poétique, au sens de poiesis. Alors, on trouve bien, ici ou là, dans son texte, des observations purement visuelles qui frappent par leur justesse et qu'on pourrait tout à fait rencontrer sous la plume d'un critique d'art. Je pense par exemple à ce qu'il dit de l'importance du sol. J'aurais pu prendre d'autres exemples. Degas est l'un des rares peintres qui ait donné au sol son importance. Il a des planchers admirables. C'est vrai que c'est une notation comme ça, rapide et tout à fait remarquable. Là, voilà, quelques exemples de planchers. Surtout celui-là est tout à fait étonnant. Mais la plupart de ces notations et réflexions à propos de Degas sont d'ordre général. Elles portent sur l'art du peintre, sur sa manière de procéder, sur ce que Valéry appelle ses opérations et pas sur ses tableaux. C'est d'ailleurs ce qui distingue profondément les pages de Valéry de celles que Huysmans a consacrées à Degas. Les textes de Huysmans appartiennent à ce genre littéraire inventé au XVIIIe siècle qu'on appelle la critique d'art. Huysmans décrit des tableaux. Et l'effet de ces descriptions de tableaux, c'est d'éclairer, d'intensifier le regard du spectateur. C'est l'effet de la critique d'art. C'est en ce sens que Huysmans est un très grand critique d'art. Il me fait mieux voir les tableaux qu'il décrit. Il me fait les regarder autrement. Cela, juste pour donner un exemple, est particulièrement vrai quand il décrit les tableaux de Degas, et je pense par exemple à son éblouissante description de Miss Lala au cirque Fernando. Alors que je vous lis le bout de la description, et je vous lis, il faut que je prenne ma respiration, vous allez comprendre pourquoi. Parce que Huysmans invente une langue qui correspond à ce qu'il décrit, à l'objet qu'il décrit. Vous voyez, c'est une femme qui tourne, donc elle est attachée par la bouche et elle tourne. Voilà. Et voilà comment Huysmans décrit ça. Peinture audacieuse et singulière s'attaquant à l'impondérable, au souffle qui soulève le gaz sur les maillots, au vent qui monte des entrechats et feuillette les tulles superposées des jupes. Peinture savante et simple pourtant, s'attachant aux poses les plus compliquées et les plus hardies du corps, aux travaux et aux détentes des muscles, aux effets les plus imprévus de la perspective, osant pour donner l'exacte sensation de l'œil qui suit Miss Lala, grimpant à la force des dents jusqu'au comble de la salle Fernando, faire pencher tout d'un côté le plafond du cirque.
voyez, c'est-à-dire que la phrase, elle tourne, et à la fin, elle tombe. Hein, faire pencher tout d'un côté le plafond du cycle. C'est-à-dire qu'il a vraiment construit sa phrase pour être en harmonie exactement avec ce qu'il décrit. Alors, contrairement à la lecture des textes de Huysmans consacrés à Degas, il faut bien reconnaître que la lecture de Valéry n'a que peu d'effet sur ma perception des tableaux de Degas, sur mon regard. Et je peux comprendre en ce sens qu'on puisse ressentir une certaine déception en lisant Degas dans ce dessin, si on y cherche des lunettes pour mieux voir la peinture de Degas, les tableaux de Degas. Mais l'intention de Valéry n'est pas de me faire mieux voir les œuvres. Son intention est de me faire comprendre la nature et le fonctionnement de l'acte poétique, de l'acte artistique. Et c'est précisément parce que cet acte est pour lui d'ordre spirituel, causa mentale, comme je l'ai dit, et comme disait Léonard, que Valéry privilégie dans l'art de Degas le dessin. Que Degas soit un immense dessinateur, cela ne fait pas l'ombre d'un doute. Il a appris la leçon d'Ingres, auquel il vouait, comme on sait, la plus grande admiration. C'est à Ingres qu'il doit notamment de s'être détaché du nu académique, tel qu'il était alors pratiqué dans l'école de David, c'est-à-dire fondé sur l'anatomie et les proportions. Guizot, qui, comme beaucoup de nos hommes politiques, ça c'est une spécialité française, dont je suis assez fière d'ailleurs, a débuté comme critique d'art. Hein, on a Thiers, Guizot, voilà, ça c'est une caractéristique française. Donc Guizot, dans le Salon de 1810, déplorait déjà l'importance excessive accordée à l'anatomie. Il reprochait aux peintres de l'école de David de trop anatomiser les corps. Et il donnait comme exemple, voilà, ces deux figures d'hommes dans une scène du déluge de Girodet, dont il disait qu'ils étaient surchargés de détails anatomiques, ou encore les Arabes. Comment ça marche, ça? Ça doit marcher. Non, ouais. Vous voyez? Non, moi je ne vois pas. Bon, enfin, voilà, là et là-bas, on voit les bras. Je ne sais jamais faire marcher ça. Et il leur reprochait d'être beaucoup trop anatomisés. Guizot dit, on dirait des écorchés. Alors d'Ingres, qui lui avait conseillé de dessiner des lignes, toujours des lignes, Degas avait appris que le dessin est avant tout ce qui doit donner naissance à la forme. Voilà ce que dit Valéry. Selon lui, le grand mérite de M. Ingres était d'avoir réagi par l'arabesque de la forme contre le dessin uniquement de proportion, en pratique alors dans l'école de David. Alors, comme le dit à plusieurs reprises Valéry, notamment dans l'introduction à la méthode de Léonard, le peintre ne doit peindre que ce qui est visible. Le dessus, il n'y a pas de dessous en peinture. Le peintre ne doit peindre que ce qui est visible. Mais c'est un très beau passage où Valéry dit le peintre ne doit s'intéresser qu'à ce qui est visible. Alors les philosophes, ils ont payé très cher de s'intéresser à ce qui est invisible. C'est vrai qu'ils ne comprennent rien à la peinture. Le peintre ne doit peindre ce qui est visible, que ce qui est visible. Mais cela ne signifie pas qu'ils doivent ignorer ce qui ne se voit pas, qu'ils doivent ignorer ce qui est invisible à l'œil, même s'ils ne le montrent pas. Il y a pour Valéry une dialectique très subtile entre voir et savoir, dont il trouve la parfaite illustration aussi bien chez Léonard que chez Degas. Voilà. Certains se demandent si le peintre a besoin de savoir autre chose que voir et se servir de ses moyens. Ils disent par exemple, beaucoup de mauvais peintres ont su l'anatomie que beaucoup ont ignoré, donc point d'anatomie. Même raisonnement pour la science de la perspective. Je leur dis qu'il faudrait tout savoir, mais sur toute chose, savoir se servir de ce que l'on sait. On voit tout autrement un objet dont on connaît la structure. Il ne s'agit point de montrer des muscles sous la peau, mais de penser un peu à ce qui est sous elle. Très beau, il faut savoir, il faut connaître, mais ça ne veut pas dire qu'il faille le montrer. Les nus de Degas témoignent de ce savoir... Ah oui, ça c'était... Bon, peu importe. Les nus de Degas témoignent, il y a quelques feuilles qui sont exposées à l'exposition, témoignent de ce savoir de la structure cachée du corps, même quand le peintre ne cherche pas à la rendre visible, à la faire voir. Voilà, donc ça c'est quelques nus de Degas. Alors ça c'est une photographie, mais qui était absolument extraordinaire, parce que voilà, ça c'est les dessins de Degas, donc qui a utilisé le modèle photographique, parce que tenir une pose comme ça pour un vrai modèle, c'est impossible de le tenir longtemps. Hein. Voilà.
Oui, puis il y a plusieurs versions de... Voilà. Cette dialectique du voir et du savoir, du visible et de l'invisible, ne s'exprime pas seulement chez Degas dans ses nus. Elle est également à l'œuvre dans la manière dont il procède pour peindre une figure habillée. Celle-ci est en effet, chez lui, la plupart du temps, le résultat de ce que Valéry appelle une série d'opérations. Degas commence par peindre le personnage nu. Il suit en cela le conseil que donnait Alberti dans le livre 1 de son Della Pittura. La version italienne a été publiée en 1435. Alberti conseillait au peintre, voilà ce qu'il disait, lorsque nous faisons un personnage habillé, il faut d'abord dessiner un nu que nous drapons ensuite de vêtements. Voilà. Alors, je veux dire, ce conseil, il a été respecté à travers toute la peinture classique, et Degas le respectait toujours. Alors, je donne quelques exemples pour montrer comment les peintres ont respecté ce conseil donné par Alberti, qui est de commencer par peindre un nu et ensuite de l'habiller. Donc, il faudrait quand même que j'arrive à faire marcher ça. Non. Voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est le brun. Donc, vous voyez la figure, elle est là. Donc, il la dessine nue, et puis ensuite, il lui met les vêtements. Ça, je l'aime énormément, celle-là, parce que c'est la statue équestre de Louis XIV par Girardon. J'aime beaucoup. Il a beaucoup de dessins, là, Louis XIV tout nu, comme ça. Et puis après, revêtu de vêtements. Alors ça, c'est extraordinaire. C'est le serment du jeu de paume de David. J'en ai deux. Donc, vous voyez, donc là, le dessin nu. J'ai perdu, mais voilà. Ouais. Et le deuxième, voilà. Bon, mais j'ai fait un choix parce que c'est sur Degas et Valéry, donc je ne vous ai pas montré tout le corpus, mais c'est tout à fait... Ah oui, si, excusez-moi, j'en ai un dernier. C'est Ingres. Une étude de nu pour la Sainte-Isabelle de France, et on a toutes les étapes. Le nu, ensuite on a l'huile et le carton, et la fin, l'épreuve finale, c'est un vitrailladreux, c'est ce qui est à droite. Alors Degas, qui a cette formation classique et qui respecte qui suit le conseil d'Alberti, commence souvent lui aussi par peindre ou dessiner le personnage nu, c'est-à-dire sans ses habits. Puis ensuite, il l'habille. Alors, il y a l'exposition, les exemples de cette série d'opérations, comme dit Valéry, donc celui-là qui est absolument magnifique, donc vous voyez la servante, la nue, et puis ensuite habillée. Ou l'autre dessin, je crois qu'il est à l'exposition, je me souviens bien, c'est Sémiramis, donc elle est nue, et puis ensuite elle est habillée. Il le fait d'ailleurs aussi pour la sculpture. Il fait des études pour la petite danseuse de 14 ans, et puis qu'il va habiller, comme on sait par la suite. Alors, on va apporter ici une précision qui a souvent été, ça a souvent été commenté, ces corps nus ne sont pas des corps déshabillés. Un corps déshabillé, très compliqué la définition du nu. Un corps déshabillé, c'est un corps auquel on a ôté ses habits, ou qui a enlevé ses habits. Alors, par exemple, le cas célèbre, c'est la Rolla de Gervex, et on dit que... ça y est, j'ai encore perdu mon... non. Bon, enfin bref, peu importe. Que c'est Degas qui a conseillé à Gervex de mettre les vêtements par terre pour bien montrer, pour que le public comprenne de quoi il s'agit dans la pièce. C'est-à-dire qu'elle était habillée, elle ne l'est plus. Bien. Le nu qu'Alberti conseille de dessiner est au contraire un nu qui précède le moment où le corps va être recouvert d'un vêtement. C'est-à-dire qu'il y a au fond deux manières. Alors, il y a le nu comme modèle idéal. Bon, ça, c'est le nu académique, classique, etc. Donc, ça, on le laisse de côté. Mais d'un point de vue réaliste, il y a deux manières réalistes de représenter un corps nu. On peut être nu avant ou on peut être nu après. On peut être nu avant de s'habiller, comme lorsqu'on sort du bain. Alors, est-ce qu'elle sort ou est-ce qu'elle entre? Là, à mon avis, elle entre. Voilà. Ou après s'être déshabillé. On peut être nu avant de s'habiller, comme lorsqu'on sort du bain, ou après s'être déshabillé parce qu'on entre dans le bain. Donc là, ce sont effectivement deux images, mais j'aurais pu en prendre d'autres parce que Degas l'a beaucoup peint, ça. Il dit à un moment, je me souviens de très belle phrase, il dit « Si j'avais vécu à la Renaissance, j'aurais peint des Suzannes au bain. »
Moi, maintenant, je peins des femmes qui sont dans un tub. Hein. Donc, on peut être nu avant ou après, parce qu'on entre dans le bain, parce qu'on sort du bain. Donc, après s'être déshabillé, parce qu'on entre dans le bain, ou encore parce que le fait d'être nu correspond à son métier, comme dans le cas des prostituées. Mais s'il a appris la leçon d'Ingres, Degas a aussi appris celle de Delacroix. Extraordinaire dessinateur, Degas est aussi un immense coloriste. Son art transcende et rend complètement caduque l'opération traditionnelle du dessin et du coloris qu'on trouve encore chez Baudelaire et qui dure depuis la Renaissance italienne et en France surtout depuis le XVIIe siècle. Alors que Baudelaire opposait Ingres et Delacroix, Degas les réconcilie. C'est au coloriste autant qu'au dessinateur que Huysmans rend hommage dans sa description célèbre des pastels représentant des femmes se lavant, s'essuyant, se frottant le dos. Voilà, je donne quelques exemples ici. Je lis ce qu'écrit Huysmans. Ce qu'il faut voir dans ses œuvres, c'est l'inoubliable véracité de ces types enlevés avec un dessin ample et foncier, avec une fougue lucide et maîtrisée, ainsi qu'avec une fièvre froide. Ce qu'il faut voir, c'est la couleur ardente et sourde, le ton mystérieux et opulent de ces scènes, c'est la suprême beauté de ces chairs bleuies ou rosées par l'eau, éclairées par des fenêtres closes vêtues de mousseline dans des chambres sombres. Voilà. C'est encore le coloriste, l'élève de Delacroix, qui suscite l'enthousiasme de Huysmans quand il décrit le portrait de Duranty, que je vous montre là. Quelle nouvelle application depuis Delacroix du mélange optique, c'est-à-dire du ton absent de la palette. C'est une formule extraordinaire de Huysmans, peindre le ton absent de la palette. Et ça, c'est ce que Delacroix a appris aux peintres, c'est-à-dire peindre quelque chose faire que l'on voit une couleur qui n'est pas peinte, mais que l'on voit parce que ce que l'on voit résulte du mêle de deux couleurs juxtaposées, etc. Mais peindre une couleur absente. C'est-à-dire du ton absent de la palette, et obtenu sur la toile par le rapprochement des deux autres. Voilà, non, pardon, c'est moi, je crois que j'avais mis le texte. Ici, dans le portrait de Duranty, des plaques de rose presque vives sur le front, du vert dans la barbe, du bleu sur le velours du collet d'habit. Les doigts sont faits avec du jaune bordé de violet d'évêque. De près, c'est un sabrage, une hachure de couleurs qui se martèle, se brise, semble s'empiéter. À quelques pas, tout cela s'harmonise et se fond en un ton précis de chair qui palpite, qui vit comme personne en France, maintenant ne sait plus faire. On ne peut donc manquer d'être surpris que Valéry ait passé quasiment sous silence cet aspect de l'art de Degas pour ne privilégier que le dessin. C'est en fait Rouart qui parle du Degas coloriste dans les souvenirs que Valéry rapporte à la fin de son livre. Et Degas y apparaît assez différent du Degas dessiné par Valéry. Différent, mais pas forcément contradictoire. Rouart insiste sur les incertitudes et les hésitations du peintre, sur sa volonté d'expérimenter de nouvelles manières de travailler la couleur, c'est-à-dire sur son intérêt pour ce qu'on appelle le métier. Voilà, c'est à la fin du livre où Valéry rapporte les propos de Rouart. À la fin de sa vie, il s'était davantage épris de la couleur et de l'effet qu'on en pouvait tirer. Il avait alors sur le coloris et sur son emploi dans le tableau des théories qu'il m'exposait avec complaisance, mais qui n'étaient pas toujours faciles à saisir et surtout à expliquer pour le disciple qui l'écoutait à bouche bée. Les dessous en camailleux, les glaciers, etc. C'est à cette époque qu'il a exécuté ces pastels si riches, si éclatants de couleurs. Son admiration pour le coloris et la technique des anciens le poussait beaucoup à faire des recherches en ce sens et à échafauder des théories et systèmes sur l'exécution naturelle de la peinture, sur le métier, comme il disait. Alors, Valéry est loin d'être indifférent à la couleur et aux matériaux de la couleur. Comment pourrait-il l'être, lui qui reproche aux philosophes qui se piquent de réfléchir sur l'art, d'oublier ce qu'il appelle l'importance des modes matériels, lui qui reproche aux philosophes et aux théoriciens de négliger trop souvent les moyens et les valeurs d'exécution. Comment pourrait-il être indifférent à la couleur, lui qui sait très bien
qu'on ne fait pas de la peinture, pas plus que de la littérature, avec des idées. C'est Valéry, d'ailleurs, qui rapporte ce mot que Mallarmé aurait adressé à Degas. Mais Degas, ce n'est pas avec des idées qu'on fait des vers, c'est avec des mots. Donc Valéry sait très bien tout ça. Et il sait très bien parler de la couleur, quand il le veut. J'en donnerai ici quelques exemples, à commencer par ce qu'il écrit dans l'introduction à la méthode de Léonard de Vinci, ouvrage auquel je reviens souvent. Le peintre dispose sur un plan des pâtes colorées dont les lignes de séparation, les épaisseurs, les fusions et les heurts doivent lui servir à s'exprimer. Je crois cependant que la méthode la plus sûre pour juger une peinture, c'est de n'y rien reconnaître d'abord et de faire pas à pas la série d'inductions que nécessite la présence simultanée de taches colorées sur un champ limité, pour s'élever de métaphore en métaphore, de supposition en supposition, à l'intelligence du sujet, parfois à la simple conscience du plaisir qu'on n'a pas toujours eu d'avance. Autre exemple, cette digression à propos de Berthe Morisot. Point de choses plus vivantes qu'une boîte de couleurs ou une palette chargée. Même un clavier excite moins les vagues désirs de produire, car il n'est que silence et attente, tandis que l'état délicieux des lacs d'éther, des oxydes et des alumines chante déjà de tous ses tons les préludes du possible et me ravit. C'est magnifique comment il parle de la couleur et de sa matérialité. Il parle vraiment de la matérialité de la couleur. Évidemment, il faut surtout mentionner sa description du portrait de Berthe Morisot par Manet. Je lis, je ne crois pas que je lis. Ah oui, mais je préfère vous montrer, voilà, pendant que moi je lis. Je ne mets rien dans l'œuvre de Manet au-dessus d'un certain portrait de Morisot daté de 1872. Sur le fond neutre et clair d'un rideau gris, cette figure est peinte, un peu plus petite que nature. Avant toute chose, le noir absolu, le noir d'un chapeau de deuil et des brides de ce petit chapeau mêlé de mèches de cheveux châtains à reflets roses. Le noir qui n'appartient qu'à Manet m'a saisi. Il s'y rattache un enrubannement large et noir qui déborde l'oreille gauche, entoure et engonce le cou. Et le noir mantelet qui couvre les épaules laisse paraître un peu de clair chair dans l'échancrure d'un col de linge blanc. Ces places éclatantes du noir intense encadrent et proposent un visage aux trop grands yeux noirs, d'expression distraite et comme lointaine. La peinture en est fluide et venue facile et obéissante à la souplesse de la brosse. Donc, Valéry sait parler de la couleur. Mais ces textes, surtout les deux derniers, s'inscrivent dans la tradition de la description de tableaux, ce qu'on appelle, un terme savant, mais peu importe, l'ekphrasis, et dans la traduction de la critique d'art. Or, Degas, dans ce dessin, comme je l'ai dit, n'est pas un ouvrage de critique d'art, mais un ouvrage dans lequel l'écrivain expose sa théorie de l'art, ou plus précisément sa théorie de l'acte artistique. Je préfère parler d'acte plutôt que de création, pour rester fidèle à Valéry. Pour Valéry, je l'ai dit, cet acte est un acte de l'intelligence, un acte qui met en jeu l'intellect aussi bien que la volonté et l'attention. Et il n'y a pas d'art, dit Valéry, qui engage plus d'intelligence que le dessin. Je ne sais pas d'art qui puisse engager plus d'intelligence que le dessin, qu'il s'agisse d'extraire du complexe de la vue la trouvaille du trait, de résumer une structure, de ne pas céder à la main, de lire et de prononcer en soi une forme avant de l'écrire, ou bien que l'invention domine le moment, que l'idée se fasse obéir, se précise et s'enrichisse de ce qu'elle devient sur le papier, sous le regard. Sur le papier, sous le regard, tous les dons de l'esprit trouvent leur emploi dans ce travail. Alors, quand il parle du dessin, Valéry renoue en fait avec le double sens de disegno, tel que l'entendaient les théoriciens italiens de la Renaissance. Il prend vraiment le mot dessin, Valéry, au sens de disegno. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le terme de disegno, à la Renaissance, désignait en effet chez les Italiens, avait toujours un double sens. Il désigne à la fois le contour, le tracé, la ligne, donc ce qui est tracé par la main, et l'intention, l'idée, le projet, ce qui est conçu par l'esprit. Et c'est ainsi que les théoriciens italiens distinguaient entre ce qu'ils appelaient le disegno interno, le dessin mental, si vous voulez, la conception, et le disegno esterno, c'est-à-dire celui qui est tracé par la main et qui correspond et qui est une expression du disegno interno. Et donc, il faisait du dessin une expression de l'idée, une expression manuelle, matérielle de l'idée, et ce qui fait que disegno avait comme
synonyme, dans ce double sens, avait été synonyme de format, de concetto, donc de ce vocabulaire qui avait à la fois un sens intellectuel et un sens représentatif. Lorsque Vasari caractérise la peinture en disant par ce qu'il appelle il primato del disegno, ce qui définit la peinture, c'est il primato del disegno, le primat du dessin, il fait bien plus qu'assurer la prééminence du dessin sur la couleur. On ne peut pas réduire cette phrase à l'idée que Valéry dit que le dessin est supérieur à la couleur. Il dit beaucoup plus que ça, parce qu'il prend disegno pas seulement au sens de dessin, mais au sens de conception, d'intention. Quand il dit ça, il veut insister sur la noblesse de la peinture en la définissant comme une activité intellectuelle, comme Valéry qui dira que la peinture est cosa mentale. Alors, ce double sens intellectuel et manuel de disegno a été conservé en français au XVIIe siècle dans le mot dessin. Le mot dessin, vous le savez peut-être, s'orthographiait au XVIIe siècle d'une seule manière, avec un E. Il y avait une seule orthographe pour dire un dessin, au sens d'une intention, par exemple, je ne sais pas, dans le vers de Racine, quel est ton dessin, cher Théramène, voilà, ou pour parler de l'académie de dessin, où là, ça désigne le contour, ça s'écrivait de la même manière, avec un E, toujours. C'est-à-dire qu'on parle d'une intention ou d'une partie de la peinture, il y avait une seule orthographe. Ce qui veut dire que pour les théoriciens de l'art, aussi bien de la Renaissance italienne que du XVIIe siècle français, le dessin, ce que nous appelons le dessin sans E, contour, est toujours l'expression d'un dessin avec un E. C'est ce qui fait d'ailleurs que la publication des textes français du XVIIe siècle, j'en sais quelque chose, j'ai travaillé à l'édition d'un certain nombre de textes, du XVIIe siècle français, qui ne respectent pas l'orthographe de l'époque, produit un effet de contresens complet, puisque dessin est écrit sans E. Et donc la moitié du sens, la moitié de cette richesse sémantique du mot dessin disparaît complètement. Donc il faut absolument conserver l'orthographe de l'époque. Donc pour les théoriciens français du XVIIe siècle, le dessin est toujours l'expression d'un dessin. Il faudra attendre le milieu du XVIIIe siècle, à peu près les années 1750, pour que les deux sens se dissocient d'un point de vue orthographique et qu'on écrive le dessin comme partie de la peinture sans E. Donc c'est assez tardif, c'est à peu près à l'époque de Cochin. Alors, si la poétique de Valéry est une poétique du dessin, c'est ainsi parce que l'acte de dessiner incarne à ses yeux la nature même de l'acte artistique lorsque celui-ci s'exprime dans le domaine visuel. Car dessiner est bien un acte, un mouvement, un geste qui implique une temporalité, une succession, comme l'écrit Valéry dans les cahiers. Dessiner est l'acte par lequel le temps s'inscrit dans l'espace et il laisse sa trace. C'est d'ailleurs ce qui, aux yeux de Valéry, rapproche le dessin de la danse, inscription du temps dans l'espace. Mais c'est aussi, surtout, ce qui rapproche le dessin de l'écriture. Car l'écriture aussi est un geste de la main qui laisse sa trace sur la feuille. Dans le livre 35 de ses histoires naturelles, Pline l'Ancien disait d'Apelle qu'il ne laissait pas passer un seul jour sans tracer une ligne, qui est devenu un proverbe, pas un jour sans une ligne. Cette locution, devenue proverbiale, ne s'applique pas seulement à Degas, elle vaut aussi pour Valéry, qui n'a pas laissé passer un seul jour sans tracer des lignes, des mots et des dessins dans ses cahiers. Là, voilà, très beau, une page avec la main. Et la particularité de cet acte est de donner naissance à une forme. Le dessin, écrit-il dans les cahiers, enseigne le passage de l'informe à la forme. Alors Valéry a une conception dynamique, beaucoup plus que mimétique de la forme. Qu'est-ce que je veux dire par là? Une conception mimétique de la forme, c'est au fond quand on conçoit la forme comme image, si vous voulez, comme représentation, l'image de, etc. Une conception dynamique, c'est une conception de la forme comme formation. La forme, c'est quelque chose qui informe et qui se forme. Et ça, c'est assez caractéristique d'une conception romantique de la forme. Comme on a en allemand, dans Bild, il y a Bildung, etc. Donc en français, on a une conception beaucoup plus mimétique et donc statique, représentationnelle, c'est un mot assez moche, assez laid, de la forme. Ce qui intéresse Valéry dans la forme, c'est le processus et la trace de sa formation. C'est le processus et la trace de son engendrement, c'est-à-dire comment la forme se forme. Vous pouvez penser à des exemples dans l'art contemporain. Celui qui a travaillé cette conception de la forme, c'est Paul Klee, par exemple. Chez Paul Klee, la forme,
C'est toujours ce processus de formation comme ça et cet acte d'engendrement. La forme, écrit Valéry quelque part, est le fantôme d'un faire. Dans la forme est le fantôme d'un faire. Et en ce sens, je dirais que la conception valérienne de la forme n'est pas très éloignée de celle des romantiques allemands. La forme, écrit-il encore dans les cahiers, est un acte au moyen de points et de lignes dont la trace est visible et permanente. Et ailleurs, toujours dans les cahiers, dessiner, mais dessiner comme on palpe les yeux fermés une forme. Alors, ça, c'est un autre aspect que je n'aurai pas le temps de développer ici, c'est le rapport entre voir et toucher. C'est qu'à partir du moment où la forme et formation, engendrement, c'est aussi quelque chose qui appelle la main et qui implique comme ça un acte qui est un acte de... C'est Picasso qui disait « je voudrais peindre comme un aveugle qui ferait une femme à tâtons ». Voilà, c'est l'idée du toucher. Alors, en redonnant au mot dessin son sens de diseigno, Valéry fait de cet acte, et d'ailleurs, enfin, je fais une parenthèse, il l'écrit sans E, sauf quelques exceptions. Alors, je ne vais pas vérifier dans tout Valéry, parce que c'est énorme, dans les cahiers, mais j'ai trouvé quelques endroits où il met le E, mais sinon, il l'écrit toujours de manière moderne. Mais il lui donne un sens qui est le sens classique. Donc, en redonnant au mot dessin son sens de diseigno, Valéry fait de cet acte un acte de la pensée. Le dessin est pour Valéry un acte de la pensée, et cela en plusieurs sens. D'abord, au sens intellectuel. On l'a vu, le dessin engage en effet toutes les facultés intellectuelles, l'attention, la volonté, la mémoire, etc., et mobilise toutes sortes de connaissances comme l'anatomie, la perspective, etc. Et le dessin est lui-même un instrument de connaissance. Non seulement le dessin mobilise des connaissances, mais il est lui-même un acte de connaissance. C'est la fameuse phrase de Goethe qui disait « Ce que je n'ai pas dessiné, je ne l'ai pas compris ». C'est-à-dire que dessiner un objet, c'est au fond un acte intellectuel, c'est un acte qui permet de connaître et de découvrir l'objet. Valéry dit de très belles choses là-dessus. En dessinant, on découvre l'objet que l'on croyait connaître, on le voit différemment. Et je crois que le passage est exposé est à l'exposition. Valéry insiste sur cette fonction de connaissance du dessin dans le chapitre « Voir et tracer ». Je le lis, je crois que je ne l'ai pas mis là. Il y a une immense différence entre voir une chose sans le crayon dans la main et la voir en la dessinant. On voit avec les mains. En dessinant, on voit. Ou plutôt, ce sont deux choses bien différentes que l'on voit. Même l'objet le plus familier à nos yeux devient tout autre si on s'applique à le dessiner. On s'aperçoit qu'on l'ignorait, qu'on ne l'avait jamais véritablement vu. Et comme vous savez, comme vous pouvez le voir si vous avez visité l'exposition, Valéry dessinait, mais comme on le voit dans les cahiers, il sculptait même. Et dans les cahiers, on voit des dessins, puis à côté, dans l'exposition, on voit des sculptures. Mais le dessin est un acte de la pensée aussi en un autre sens. C'est là-dessus que je voudrais terminer. En un sens beaucoup plus fort. Et, comme je l'ai dit, un acte de la pensée au sens traditionnel intellectuel du terme, mais il est aussi un acte de la pensée en un sens plus fort. Le dessin est l'acte de cette pensée que le peintre exprime dans sa peinture. Non pas dans ce qu'il dit, mais dans ce qu'il fait. C'est l'acte d'une pensée que le peintre ne peut exprimer que dans sa peinture et seulement avec les moyens de la peinture. Dans son texte, Valéry montre un Degas très cultivé, doué d'une très grande intelligence, au sens intellectuel du terme, quelqu'un qui sait choisir ses mots avec précision, et l'on sait que la précision est l'une des qualités majeures de l'intelligence aux yeux de Valéry. Ses bons mots, comme sa conversation, attestent la profondeur de son esprit, l'acuité, la justesse de sa pensée, au sens intellectuel du terme. Mais c'est dans son art et dans la manière dont il pratique son art qu'il faut chercher cette autre forme de pensée, sa pensée en tant que peintre, sa pensée de peintre, ce que j'appellerais sa pensée picturale, sa pensée artiste. Cette pensée, c'est celle qui s'exprime non pas quand il parle, cette pensée de Degas, c'est celle qui s'exprime non pas quand il parle, ni même quand il écrit, mais dans ses opérations successives qui dirigent sa main quand il dessine, qu'il sculpte ou qu'il peint. Ces opérations sont les actes d'une pensée qui ne peut se développer que dans la langue de la peinture. C'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles Degas se défiait des théories de l'art et n'aimait pas qu'on parle de peinture. Degas, écrit Valéry, aimait à parler peinture
et ne souffrait guère qu'on en parlât. J'ai mis du temps à comprendre cette phrase parce qu'il y avait quelque chose que je n'avais pas vu. C'est qu'il ne dit pas, il n'aimait pas qu'on parle, aimait à parler peinture, il ne dit pas aimait à parler de peinture. Et j'ai mis du temps avant de voir qu'il n'y avait pas de « de ». Degas aimait à parler peinture et ne souffrait guère qu'on en parlât. Valéry ne dit pas que Degas aimait à parler de peinture, mais qu'il aimait à parler peinture. Ce sont les hommes de lettres qui parlent de peinture, qui en parlent, et certains peintres savent d'ailleurs en parler aussi bien, sinon mieux, que les hommes de lettres. Certains peintres sont aussi des hommes de lettres, et Degas appartient indéniablement à cette catégorie. Il écrivait des sonnets, on peut le voir dans l'exposition, je crois. Mais c'est quand il peigne que les peintres parlent peinture. Ils parlent peinture comme on parle français ou anglais. Dans une lettre, ça s'appelle la lettre à Léo Ferrero, qui a été publiée sous le titre « Léonard et les philosophes » en 1929, Valéry écrit, je cite, « Léonard est peintre. Je dis qu'il a la peinture pour philosophie. En vérité, c'est lui-même qui le dit, et il parle peinture comme on parle philosophie, c'est-à-dire qu'il y rapporte toute chose. » À la fin du troisième chapitre de Degas, dans ce dessin, le chapitre intitulé « 37 rue Victor Massé », Valéry pose cette question. Mais comment parler peinture ? Cette question n'est pas une question que Valéry s'adresse à lui-même. Ça n'a rien à voir avec la question que se pose tout écrivain qui choisit d'écrire sur la peinture, de relever ce défi. Comment parler de peinture ? C'est une question terrible. Enfin, dès qu'un quelqu'un qui n'est pas peintre veut écrire sur la peinture, il se pose cette question. Ce n'est pas cette question-là qu'il pose. Comment parler peinture ? En posant cette question, Valéry interroge et s'interroge sur la nature, le fonctionnement et les conditions de l'acte pictural. Ce n'est pas une question réflexive, ce n'est pas à lui qu'il adresse la question. C'est la même question que celle qu'il posait dans l'introduction à la méthode de Léonard de Vinci. Je cite, « Par quelle série d'analyses obscures la production d'une œuvre est-elle amenée ?» Comment parler peinture ? Le problème que soulève cette question est celui-là même que Degas n'a cessé d'affronter. Et c'est ce problème dont Valéry a voulu donner dans son livre une idée. Et ce n'est pas un hasard, je crois, si cette question, comment parler peinture, est posée à la fin du chapitre consacré à la description de l'atelier du peintre rue Victor Massé, là où Degas peignait, là où il parlait peinture. On peut reprocher peut-être beaucoup de choses à Valéry, mais pas de manquer du sens de la composition. Merci.